d'Hélène Risser. Bonne soirée sur Public Sénat. Bonjour à tous. Dans un instant, vous allez suivre l'audition de Pierre Moscovici. Le ministre de l'économie a été entendu hier soir par la commission d'enquête sur le rôle des banques dans l'évasion des capitaux. Ce n'est pas la première commission d'enquête sur le sujet au Sénat. Il y en a eu une première en 2012 qui portait sur les phénomènes au niveau international, au niveau macroéconomique. Celle-ci a été fondée en avril 2013 après deux événements. D'abord l'Offshore Leaks, cette affaire de fuite d'informations révélées par la presse internationale portant sur les paradis fiscaux, sur la fraude fiscale et sur le blanchiment d'argent, et puis les révélations sur le compte en Suisse de Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre du Budget. C'est donc dans ce contexte que s'inscrit cette audition de Pierre Moscovici, le ministre de l'économie. Très bonne matinée sur Public Sénat. Monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, très heureux d'avoir aujourd'hui l'occasion de parler devant votre commission. Le rapporteur Éric Bocquet avait déjà contribué par un premier rapport à initier le mouvement de lutte acharné contre la fraude et l'évasion fiscale que nous mettons en œuvre désormais depuis quelques mois. Je dis ça parce que vous avez compris, et j'y insiste, que le gouvernement a fait de la lutte contre la fraude fiscale une priorité de sa politique. Nous sommes dans une période de crise économique et sociale. Les Français sont mis à contribution pour le redressement du pays. La fraude, qui allie l'injustice au sentiment d'impunité, devient purement et simplement, dans ce contexte, insupportable. Et ça, je pense que c'est un constat que nous pouvons faire tous ensemble. C'est ce qui détermine l'action du gouvernement dans sa lutte contre les paradis fiscaux. L'objectif, c'est de rendre moins attractifs ces territoires pour resserrer les taux contre les fraudeurs. Il s'agit de développer les moyens d'investigation pour identifier ceux qui ne payent pas l'impôt dû. Il s'agit enfin de développer les sanctions pour ne pas les laisser impunis. Je parle de ceux qui méconnaissent ou détournent les règles. Vous vous interrogez de façon plus spécifique sur le rôle des banques dans le phénomène de lutte contre l'évasion fiscale internationale. C'est évidemment un sujet central. Comme ma qualité de ministre de l'économie et des finances, je me propose de traiter devant vous à travers deux aspects principaux. La lutte contre l'opacité fiscale et le secret bancaire d'une part, la lutte contre le blanchiment d'autre part. D'abord, la lutte contre l'opacité fiscale et le secret bancaire. En ce qui concerne ce sujet, je voudrais rappeler quelques évolutions tout à fait décisives qui se sont déroulées ces derniers mois sur le plan international, en rappelant que dans ce domaine, c'est ce niveau d'action qui, à mon sens, est évidemment totalement décisif. Un jour, une personnalité politique importante, il n'y a pas si longtemps, avait déclaré le secret bancaire est terminé. C'était après le G20 de Londres, on a reconnu un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, G20 qui a donné une impulsion décisive à ses travaux sur le plan international, mais qui n'a pas, loin s'en faut, éradiqué le secret bancaire. Donc je me garde pour ma part de ce type de formule, parce que je prétends que c'est un combat acharné, qu'en effet nous sommes en passe d'emporter, mais qui demandera encore toute une série d'efforts. Je comprends qu'on soit un peu méfiant désormais lorsqu'on entend que le monde a basculé. C'est la raison pour laquelle je vais utiliser une formule de mon cru. Le secret bancaire vacille, comme il n'a jamais vacillé. Il reste à pousser encore ce combat. Je viendrai en détail si vous le souhaitez, mais je pense qu'il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, et c'est un fait absolument inédit, un véritable consensus a émergé pour prendre des mesures efficaces pour que chacun paye sa juste part d'impôt. Et plus précisément, je le vois dans les réunions auxquelles je participe, le G20 au niveau ministériel, le G20 au niveau des chefs d'État et de gouvernement, le G7, et je parlerai aussi de l'Union européenne, eh bien, une idée s'est affirmée qui est celle de la transparence fiscale. Certains raillent le fait que sans les États-Unis, qui ont mis en place cette législation dite FATCA, alors FATCA c'est le Foreign Account Tax Compliance Act, sans eux, rien ne se serait produit. Pourquoi pas? Il est exact que cette législation de 2010, qui institue une obligation pour les établissements financiers étrangers de fournir aux autorités fiscales américaines des informations détaillées sur les comptes bancaires détenus par les contribuables américains, a marqué un tournant. Parce qu'il faut s'en plaindre que ça vienne des États-Unis, dès lors que c'est cette législation qui nous permet aujourd'hui
de demander à nos partenaires européens, et bientôt à nos partenaires du G20, je vais y revenir, une information équivalente à celle qu'ils fourniront aux États-Unis. Oui, cette initiative a été tout à fait marquante. Et nous ne devons pas nous en plaindre. Le fait qu'un État ait su imposer à ses partenaires, il avait, c'est vrai, le rapport de force pour cela, à ses partenaires les plus récalcitrants, le principe, je prononce ce mot parce qu'il est fondamental, de l'échange automatique d'informations, a permis à nos partenaires européens, à ses partenaires européens, à la France en premier lieu, de porter le sujet plus haut que jamais dans les instances internationales et d'en faire désormais, c'est ce qui a été affirmé il n'y a pas si longtemps, à Saint-Pétersbourg, il y a 2 semaines, à l'issue de la réunion du G20 des chefs d'État et de gouvernement, le standard international. Par ailleurs, si les évolutions internationales sont décisives, ça ne signifie pas pour autant que nous restions inactifs sur le plan interne ou bilatéral. Je citerai 2 exemples. D'abord, s'agissant de notre propre accord FATCA, j'espère pouvoir le signer très prochainement avec mon homologue secrétaire au Trésor, M. Jacquelot, peut-être, je l'espère, lors de ma prochaine visite à Washington à l'occasion des assemblées générales du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, donc au mois d'octobre. Et puis, la signature de la convention succession avec la Suisse au mois de juillet dernier, qui contient des dispositions importantes en matière d'échange de renseignements, ou encore le projet de loi de lutte contre la fraude, qui est aujourd'hui même discuté en seconde lecture à l'Assemblée nationale, qui contient par exemple cet amendement prévoyant d'inscrire sur notre liste interne de paradis fiscaux tous les États qui ont refusé de s'engager dans le domaine de l'échange automatique d'informations. Sur ce sujet, si je devais résumer ma pensée, je dirais que vraiment, sous toute une série d'impulsions ou un faisceau concordant d'impulsions, des pas de géant ont été accomplis ces derniers mois, et j'ai le sentiment, pour participer à ces réunions internationales et européennes, qu'il y a quelque chose d'irréversible qui est désormais enclenché dans la communauté internationale et au niveau européen, avec toujours la France comme un acteur tout à fait important de ce mouvement. Deuxième thème que je voulais évoquer, c'est la lutte contre le blanchiment. Parce que les banques jouent aussi un rôle essentiel en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux. Celle-ci a été conçue comme le moyen d'éviter que le système bancaire et financier ne soit le point d'entrée de flux financiers illicites dans notre économie. Les obligations de vigilance pesant sur les banques, leurs obligations de déclaration auprès de Tracfin sont un élément essentiel pour identifier ces flux et, le cas échéant, identifier leur origine et leurs auteurs. Ce n'est que récemment que la fraude fiscale est entrée dans le champ de la lutte contre le blanchiment. Historiquement, vous savez que c'est plutôt le trafic de drogue et d'autres délits de ce type qui ont servi de base à la construction du dispositif, mais au fur et à mesure que le champ des infractions entrant dans l'espace du blanchiment s'élargissait, il est devenu évident que la fraude fiscale devait également y figurer. Et la France l'a prévu en 2009 dans son propre droit, puisque elle a fait partie des pays, aux côtés là encore des États-Unis notamment, qui a défendu son inclusion dans les principes du GAFI, le GAFI étant l'organisation internationale que vous connaissez qui coordonne la lutte contre le blanchiment. Je pense que les outils que donne notre droit en matière de lutte contre le blanchiment sont utiles et efficaces pour venir appuyer la lutte que nous menons contre la fraude fiscale. Et de fait, ils permettent d'impliquer pleinement et efficacement nos établissements bancaires dans cette lutte, ce d'autant plus qu'ils ont, c'est mon sentiment, depuis plusieurs années, pris fortement conscience de leurs responsabilités en matière de lutte contre le blanchiment. Alors, un pas supplémentaire a été franchi lors de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013, c'est le jour de sa promulgation, qui a été l'occasion de renforcer cet arsenal et créer de nouveaux outils qui vont permettre de renforcer encore l'efficacité de notre lutte contre le blanchiment, notamment dans le contexte de la lutte contre la fraude fiscale. Et ces dispositions-là, je veux le souligner, ont fait l'objet, pour le coup, je vois ici des sénateurs qui ont participé à ces travaux, une approbation unanime sur tous les bancs à l'occasion de l'examen du projet de loi, que ce soit en première ou en seconde lecture, notamment dans le contexte de la lutte contre la fraude fiscale. La loi prévoit d'élargir le champ des déclarations de soupçons que les banques doivent faire à Tracfin. Elle crée par ailleurs une nouvelle obligation de déclaration automatique et objective qui ne nécessite pas nécessairement la manifestation d'un soupçon de la part de la banque, ce qui veut dire que les banques ont l'obligation de transmettre à Tracfin
toutes les opérations qui auront été définies comme présentant un risque particulier, en raison, par exemple, de leur pays de provenance et ou de destination, par exemple si ça vient d'un pays non coopératif identifié comme tel, ou de la nature de la contrepartie, par exemple si l'opération implique un trust ou une entité juridique de même nature. D'ailleurs, sur ce point-là, dans les aspects internationaux que je soulignais il y a un instant, le G20 aussi affirme sa volonté de lutter contre les trusts et d'aller chercher derrière ces structures opaques quels en sont en vérité les véritables attributaires ou destinataires. Ces nouveaux outils que fixe la loi renforceront l'efficacité de l'action de Tracfin, pas uniquement dans le domaine de la fraude fiscale, parce que, et je conclurai là-dessus mon exposé, et je souhaite qu'il n'entretienne pas la confusion, Tracfin n'est pas une entité chargée de lutter contre la fraude fiscale. C'est un service dédié à la lutte contre le blanchiment, y compris en matière de fraude fiscale, mais également et principalement pour appuyer l'action de la justice et des services de police dans la lutte contre les trafics et délits, quelle que soit leur nature. Voilà les éléments que je voulais faire connaître à votre commission d'enquête comme introduction, avec le sentiment, c'est plus qu'un sentiment, c'est une certitude et une conviction de ma part, qu'il s'agit désormais de plus en plus d'une priorité forte dans les politiques publiques que nous menons, tant dans le champ national qu'à l'échelle européenne et au plan international. Et je le répète, j'ai le sentiment, ça fait 16 mois que je suis ministre de l'économie et des finances, qu'on ne perd pas de temps et que des progrès très importants sont en train d'être enregistrés, à la fois sous la pression, c'est vrai, des États-Unis et des acteurs FATCA, de l'opinion publique, des parlementaires. Il y a des choses qui sont devenues absolument intolérables. Je pense que la pression de la crise est en train vraiment d'ébranler un certain nombre de vérités d'hier qui ne sont pas des vérités de demain. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je vais passer immédiatement la parole à Éric Bocquet, notre rapporteur, pour les premières questions. Bien, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci de vos propos introductifs. D'abord 4 questions très précises, concrètes pour lancer le débat, et mes collègues ensuite bien sûr auront des questions également à soumettre. Je voudrais d'abord aborder le point de la liste française des ETNC qui vient d'être mise à jour. Un peu tardivement, je m'en étonne un peu. 10 territoires y figurent, les Philippines en sont sortis, îles Vierges britanniques, Jersey et Bermudes y ont été ajoutés. Je n'y vois pas la Suisse, je n'y vois pas le Luxembourg, les Bahamas par exemple. Comment expliquer en fait la relative maigreur de cette liste au regard d'autres listes existant dans le monde, ce qui d'ailleurs constitue une difficulté puisque différentes listes existent et sont très différentes à beaucoup d'égards. Quel est votre point de vue là-dessus, Monsieur le Ministre? C'est une réalité qui est évolutive. J'ai moi-même expliqué ce que prévoyait la loi de séparation et de régulation des activités bancaires, c'est-à-dire que cette liste devait inclure progressivement les États qui ne pratiquent pas l'échange automatique d'informations. En même temps, nous sommes aussi dans, je ne dirais pas une course contre la montre, puisque dans le même temps, nous sommes en train d'avancer vers le fait que ce sont ça doit devenir un standard international et que le G20 a fixé à cet égard une date qui est la date de 2015. Les critères d'aujourd'hui sont obsolètes. Ils sont appuyés sur une notion qui elle-même doit être une notion qu'on dépasse, qui est celle de l'échange sur demande. Le nouveau critère, c'est l'échange automatique d'informations. Donc, il faut que les deux choses coïncident en vérité. Voilà pourquoi cette liste est ainsi établie. Il va de soi qu'au moment où l'échange automatique d'informations devient le standard, les pays qui ne le respectent pas, et c'est d'ailleurs écrit, si je ne m'abuse, dans notre propre texte de loi, à ce moment-là seront inscrits sur la liste des États non coopératifs. Aux premiers éléments de présentation du PLF, dont la discussion va s'engager bientôt, je crois avoir retenu que 2 milliards proviendraient de la lutte contre l'évasion fiscale. Quelles mesures particulières ont été choisies de ce point de vue et quelles cibles particulières, si tant est qu'il y en ait, ont été définies pour arriver à cette somme de 2 milliards? Nous y reviendrons dans le cadre du débat sur le projet de loi de finances. On aura l'occasion de s'expliquer ici, mais de manière très claire.
la lutte contre la fraude est une priorité que nous avons déjà mis en œuvre à travers un plan qui a porté ses fruits, puisque déjà dans le cadre du précédent projet de loi de finances, nous avons vu s'accroître de 18 milliards à 20 milliards d'euros le produit de la lutte contre la fraude. Mais je dirais qu'une des cibles principales et nouvelles, ce sera l'optimisation fiscale de la part des grandes entreprises, et ce sont les régularisations. Voilà les chiffres et faits que je souhaitais vous faire connaître. Alors, vous avez évoqué le G20 de Saint-Pétersbourg. Il y avait eu avant, en juin, le G8 en Irlande du Nord. Alors, les déclarations d'intention très fortes. Effectivement, je partage l'idée que le climat a changé de par le monde, pour plein de raisons que vous avez citées, parmi lesquelles les opinions publiques aussi qui investissent ce terrain et qui s'indignent et qui l'expriment, qui génèrent aussi une pression avec d'autres acteurs pour que le problème soit enfin abordé. Mais après ces deux sommets, donc G8 et G20, quelles mesures concrètes quant à la mise en œuvre ont été décidées et dans la continuité, je veux dire, de manière qu'au prochain sommet on ne fasse pas le même constat, mais quelles mesures concrètes, quelles mises en œuvre ont été décidées pour engager la bataille? Bon, d'abord, sur ce point, je veux rappeler le point essentiel qui a été acquis lors des discussions de tous ces derniers mois en ce qui concerne la lutte contre le secret bancaire, c'est-à-dire la promotion de l'échange automatique d'informations comme un standard, et au-delà de l'échange sur demande, qui en effet ne peut aboutir qu'à des listes éthiques restreintes. Si on reprend les choses avec un peu de recul, voilà la façon dont je les présenterai. La question de l'échange d'informations est devenue centrale à compter, vous l'avez rappelé, du G20 de Londres en avril 2009. Et c'est à ce moment-là que le Forum mondial sur la transparence en matière d'échange d'informations fiscales s'est transformé, a commencé à mener ses évaluations sur la transparence effective et des quelques 180 États qui le composent. Plus exactement, sur la transparence effective permise par l'échange sur demande. C'est un travail essentiel qu'il faut évidemment poursuivre avec la plus grande ardeur. La quasi-totalité de nos conventions bilatérales sont fondées sur l'échange sur demande. Mais on sait aussi combien sont âpres les discussions avec les partenaires plus récalcitrants dès lors qu'il s'agit d'examen sur demande au cas par cas. Combien, conformément aux standards internationaux, la demande doit être ciblée, précise, comporter suffisamment d'éléments pertinents, sous peine d'être rejetée ou de prendre un temps absolument insupportable. Et donc, nous avons, et j'ai progressivement acquis, l'intime conviction que l'avenir se situe dans l'échange automatique d'informations. C'est le sens du combat que mène le gouvernement depuis plusieurs mois en faveur de cet échange automatique d'informations. Et je veux y insister, je ne l'ai pas fait trop dans l'introduction, mais je le fais maintenant, sur le fait que la France a été à l'impulsion. Elle a été à l'impulsion d'abord dans un cadre franco-allemand. La première lettre en la matière a été signée par Wolfgang Schäuble, mon homologue, et moi-même. Et puis, nous avons créé un groupe dit des 5, France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie, suivi tout de suite par la Pologne. Nous avons tenu une conférence de presse commune, c'était en Irlande, lors d'un ECOFIN informel dans la précédente présidence. Tout ça fait que nous avons été suivis et rejoints par une majorité d'États membres qui ont exprimé le souhait, lors de l'ECOFIN du 14 mai, du Conseil européen du 22 mai 2013, de développer au sein de l'Union européenne un système d'échange automatique qui porterait sur le même champ, qui comporterait les mêmes modalités que celles prévues par les accords dits FATCA, signés avec les États-Unis. Et donc, l'idée que nous portons avec force, c'est l'idée tout simplement d'un FATCA européen. Et cette idée, nous la poursuivons avec méthode. Le week-end dernier a eu lieu un autre ECOFIN informel où ces sujets sont revenus. Entre-temps, la Commission a présenté au Conseil ECOFIN du 21 juin 2013 une proposition de révision de la directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal pour élargir le champ de l'échange automatique au sein de l'Union européenne. Révision qui prévoit l'obligation d'échanger sans condition les informations relatives aux dividendes, aux plus-values, aux autres revenus financiers, ainsi que les soldes des comptes qui sont payés, attribués ou détenus par un établissement financier au bénéfice direct ou indirect d'une personne physique d'un autre État membre. Dans le même temps, et conformément à la demande du G20
qui a réaffirmé le 6 septembre dernier, c'est tout de même très récent, son engagement sur le sujet. L'OCDE élabore un format d'échange universel fondé sur FATCA. Parce que c'est bien ça l'idée. Et d'ailleurs, M. Gouria était à Vilnius avec nous il y a 3 jours. Et c'est ce standard-là qui doit être élaboré pour le début 2014, qui aura ensuite vocation à être appliqué au sein de l'Union européenne, mais aussi par le reste du monde. Nous avons insisté sur le fait qu'il ne devait pas y avoir de différence de standard. Et c'est ainsi que nous aboutissons à l'horizon fin 2015, 1er janvier 2016, comme vous voulez, qui a été précisé par le G20. Qu'est-ce qui reste à faire désormais ? Nous avons déjà traduit concrètement notre volontarisme en ce domaine dans notre droit interne, je viens de le dire, en faisant évoluer les critères de notre liste des États et territoires non coopératifs, toujours avec cet horizon qui permet l'adaptation. C'est le sens de l'amendement que j'ai fait adopter dans le cadre du projet de loi sur la fraude de l'Assemblée nationale qui permettra d'inscrire à compter de 2016, c'est-à-dire la date de la généralisation de l'échange automatique d'informations dans le cadre des accords FATCA, tout État qui ne s'engagerait pas dans ce sens. Il faut ensuite commencer d'avancer concrètement à la fois en Europe et au G20 en prenant soin d'éviter la création de 2 standards concurrents, d'où l'idée du standard universel. Vous m'interrogez plus précisément sur le G20. Dans le communiqué publié, il est prévu que les États doivent prendre des mesures en matière de transparence des personnes morales, c'est-à-dire les sociétés, les entités juridiques comme les trusts. Ça, c'est ce qu'on appelle l'initiative BEPS, portée par l'OCDE, que nous avons été les premiers à appuyer, également avec les Allemands, les Britanniques, les Espagnols, les Italiens. Je me souviens là encore d'une autre conférence de presse, c'était à Moscou lors du G20 ministériel du mois de mai ou juin dernier. Et là, nous sommes aux côtés de l'OCDE qui, à travers cette lutte contre l'érosion des bases fiscales, promeut la transparence. Le comité indique notamment que les États doivent se doter d'outils comme par exemple des registres centralisés où sont recensés les bénéficiaires effectifs de ces entités. La France a pris l'initiative pour traduire rapidement cette idée dans le droit européen, dans le cadre de la 4e directive anti-blanchiment, et j'ai signé avec Wolfgang Schäuble, ça devait être la semaine dernière, la semaine d'avant peut-être, un courrier en ce sens à Michel Barnier. Le sujet avance désormais, et j'ai bon espoir qu'on parvienne à inscrire dans le droit européen le principe de ces registres. Donc nous avançons à la fois sur le plan des principes et sur le plan des textes et des initiatives concrètes. Une dernière question avant de passer la parole à mes collègues. En face de cette volonté des États, quelles sont les résistances les plus fortes que vous identifiez pour avancer vers les solutions? Écoutez, je le redis, mon sentiment, c'est qu'il y a un mouvement politique puissant, international, mondial, européen, qui s'est lancé et qui sera irrésistible. Il est exact que nous sommes confrontés, sinon à la résistance, du moins à la réticence, ou si on veut être très diplomate, ça m'arrive aussi au besoin d'adaptation d'un certain nombre d'États pour qui le secret bancaire représente des intérêts puissants. Je voudrais signaler 2 ou 3 au sein de l'Union européenne, aux voisins de l'Union européenne, vous vous en doutez. Dans l'Union européenne, l'Autriche et le Luxembourg, il n'y a pas de mystère, et à l'extérieur et à nos frontières, la Suisse. Néanmoins, les accords que nous avons passés avec la Suisse, que j'ai passés avec la ministre suisse juste avant l'été, ou encore les discussions que nous avons au sein ou du G20, ou bien encore de l'Union européenne, montrent que ces pays sont conscients de la nécessité d'évoluer. Et quand nous parlons de standard international, je pense que nul n'y résistera. C'est pour ça que ce temps de 2 ans, qui peut paraître long, est en réalité un temps extrêmement court si nous manifestons jusqu'au bout la volonté, avec y compris la pression amicale qui est nécessaire sur ces pays pour que les choses changent effectivement. Oui, dernière chose, Monsieur le Président, avec votre permission. Vous avez évoqué la Suisse. Où en sommes-nous des discussions serrées avec la Suisse, puisqu'il en a été question dès votre arrivée? Où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, j'ai signé avec mon homologue, Madame Evelyn Wiener-Stumpf, une convention sur les successions, donc qui est maintenant signée, qui était signée à Paris, qui a fait l'objet en Suisse d'un certain nombre d'analyses. Et il revient maintenant à la ministre et au Conseil fédéral qui l'a approuvé.
de porter ce texte devant les instances, à la fois le Conseil national, si je ne m'abuse, qui est l'Assemblée nationale suisse, et devant, c'est peut-être plus compliqué, les cantons suisses. Et pour être moi-même un élu frontalier de la Suisse, je pense par exemple à mes amis du Jura suisse. Les choses ne sont pas totalement évidentes, mais ce texte est maintenant signé. Et pour le reste, sur l'échange automatique d'informations, nous poursuivons les débats avec la Suisse, avec la notion qu'il faudra que dans le laps de temps qui nous sépare de la fin 2015, ce pays, comme les autres, se conforme à ce standard qui, je le rappelle, a vocation à être international, donc universel. Je crois qu'il y a une prise de conscience qui est en train de s'opérer, et là-dessus, le fait que ce soit le G20 tout entier et unanime qui ait pris ce communiqué, et que de surcroît, ça n'a pas été une mince affaire, parce qu'il a fallu discuter, y compris avec des pays membres de l'Union européenne, une date de mise en œuvre soit indiquée, et qu'enfin un support soit désigné, c'est-à-dire l'OCDE, tout ça exerce, je ne dirais pas une pression, mais sans aucun doute représente des éléments de fait dont tout le monde, je dis bien tout le monde, doit tenir compte. Oui, Monsieur le Ministre, avant de donner la parole à mes collègues, j'aurais deux questions de portée tout à fait d'ailleurs différentes, l'une étant très factuelle, l'autre peut-être un peu plus politique. La première, je voulais vous demander, face à cette information que nous avons eue par la presse, face à l'accroissement qui paraît totalement démesuré, alors qu'un projet de loi devrait inciter la prudence, cet accroissement démesuré des flux d'argent liquide, est-ce que les flux qui ont été constatés par les douanes est en partance du territoire, ou est-ce que c'est de l'argent qui revient? Et deuxième question, quelles sont actuellement les initiatives ou actions qui sont menées par le gouvernement pour vivifier l'harmonisation fiscale, en particulier au niveau européen, puisqu'à l'occasion de cette commission, beaucoup de personnes nous ont dit, ce qui ne nous a pas d'ailleurs beaucoup étonné, que le dumping fiscal qui favorise l'évasion et l'optimisation fiscale, parfaitement légale, ne serait guère combattu que lorsque nous parviendrons à ce but certainement peu proche que constitue l'harmonisation fiscale. Donc, ma deuxième question, quelles sont les initiatives actuelles du gouvernement pour hâter, vivifier cette harmonisation fiscale? Alors, d'abord, sur votre première question, sur l'augmentation des saisies des douanes, à différence de beaucoup de gens qui les commentent, moi je connais les résultats des manquements aux obligations déclaratives constatées par les douanes. C'est pour ça que je vous demande. Et je voudrais donc vous apporter toutes les précisions auxquelles vous avez droit, ces commissions d'enquête. Il y a effectivement eu au premier trimestre 2013 une augmentation de la valeur des infractions constatées, augmentation qui n'a pas été de l'ampleur que j'ai pu lire, puisqu'elle était de 1,1% par rapport au trimestre précédent. Des chiffres qui sont très volatiles, en raison, et c'est ce qui explique cette croissance, d'opérations exceptionnelles qui se sont produites. Ce qui compte toutefois, c'est l'interprétation. Comme je le comprends de votre question, certains semblent avoir tiré de ces chiffres, qui sont des chiffres en partance, l'idée que des gens fuiraient notre pays avec des valises de billets, personne ne doit les encourager, pour éviter d'être taxés. Une idée qui plaît beaucoup sans doute parce qu'elle est facile à raconter. Il se trouve qu'elle est, au regard des chiffres que je viens de vous donner, totalement fausse, car ces chiffres ne montrent pas d'évolution aussi spectaculaire, et d'autre part, l'évolution elle-même tient notamment à, je crois, une opération d'une ampleur exceptionnelle. Je rappelle d'ailleurs que ces fraudeurs pourraient échapper au dispositif musclé de poursuite que nous mettons en place depuis un an au niveau international, et c'est pour ça qu'il faut encore avancer vers l'échange automatique d'informations qui, à terme, rendra ces mouvements démunis de tout intérêt. Donc, on voit là le lien avec l'objet général de votre commission d'enquête. Sur l'harmonisation fiscale en Europe, alors c'est un sujet sur lequel la France a historiquement une position très, très favorable.
À la différence de la fiscalité indirecte, notamment de la TVA, la fiscalité directe des entreprises reste encore peu harmonisée et donc soumise à la règle de l'unanimité. Il y a deux domaines qui sont en réalité, si on exclut la TVA et les assises, sur lesquels il faut avancer. C'est l'assistance administrative entre États membres à travers 3 directives. La directive sur la coopération administrative en matière fiscale, la directive sur la fiscalité de l'épargne, la directive sur l'assistance administrative en matière de recouvrement des créances fiscales, et puis l'élimination des risques de double imposition en matière de fiscalité des entreprises à travers la directive MERFI, intérêts, redevances et fusion. Alors, comment agit la France dans ce contexte? D'abord, nous promouvons auprès de nos partenaires la nécessité de lutter avec plus d'efficacité contre le phénomène d'érosion des bases fiscales et les transferts de profits. Donc c'est l'initiative BEPS, ou le plan d'action dit BEPS de l'OCDE que j'évoquais il y a quelques minutes. Et dans ce contexte, le Conseil européen, à l'initiative de la France, a demandé à l'Union européenne de prendre pleinement part à ces travaux et de proposer des solutions, y compris par voie d'harmonisation législative. Et nous continuons à promouvoir cette thèse. Et puis, la France a demandé à la Commission de réfléchir spécifiquement à la fiscalité du numérique. Et ce sujet devrait être à l'ordre du jour du Conseil européen en octobre prochain, un Conseil européen extraordinaire. Enfin, la France continue de soutenir le projet d'assiette commune à l'impôt sur les sociétés, c'est la directive dite ACCIS, dans la mesure où une telle harmonisation conduirait à simplifier la vie des entreprises et à apporter un remède à la concurrence fiscale. C'est un projet évidemment très ambitieux et je ne cache pas que j'ai le sentiment qu'un accord de tous les États membres sera assez difficile à obtenir. Merci beaucoup. Je vais maintenant laisser la parole à notre collègue Madame Lingman, et après j'aurai Monsieur Chiron, Monsieur Collin, Madame Goulet. Madame Lingman. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, en effet, votre gouvernement a engagé beaucoup d'initiatives pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Et en effet, sur l'automaticité des transferts d'informations. Est-ce qu'il ne serait pas envisageable quand même de pousser un peu plus loin la logique en essayant de faire comme en instaurant un système comparable à celui des États-Unis, qui n'est pas simplement l'automaticité des informations, mais le droit de suite, c'est-à-dire en instaurant un droit de suite en France sur les impôts. Est-ce qu'on n'aurait pas plus de possibilités d'obtenir l'automaticité de la démarche? Et comment expliquez-vous que les États-Unis ils ont fait un système comparable? Comment expliquez-vous que l'Europe ne le fasse pas, ou en tout cas quels pourraient être les handicaps pour que l'Europe le fasse? Et à défaut de l'Europe, la France. Deuxième sujet, la taxation des transactions financières vous paraît-elle un outil pertinent pour mieux regarder ces transactions, donc pour éviter un certain nombre d'évasions fiscales? Est-ce que vous pensez que c'est un outil supplémentaire au-delà de l'autre fonction qui est sa fonction de justice, de prélèvement sur ces transactions? Troisièmement, on a eu pas mal d'auditions qui montrent que dès qu'on fait une nouvelle loi, il y a des spécialistes dans le système bancaire international, et en particulier les banques qui veulent aider leurs clients à contourner, à leur banque ou officine, qui veulent essayer de contourner les nouvelles législations. On voit bien qu'il y a toute une spécialisation, utilisation de l'informatique, etc. Est-ce qu'on avait d'ailleurs eu ce débat sur la loi? Quels sont les outils que le ministère des Finances a pour essayer d'avoir cette espèce d'hyper-réactivité créatrice sur anticiper les fraudes, les méthodes informatiques et autres? Et est-ce qu'il y a des liens qui sont organisés avec la justice, les services de renseignement? Parce qu'on sait que ce genre de choses mérite quand même un certain nombre d'efforts de renseignement. Et je termine sur un sujet que j'ai découvert récemment, qui est celui de les banques qui elles-mêmes bénéficient de grands avantages fiscaux quand elles sont censées avoir subi une fraude. En l'occurrence, j'ai découvert cette affaire à travers ce que prétend la défense de M. Kerviel sur le fait que la Société Générale aurait bénéficié d'un allègement fiscal de 1,7 milliard
jusqu'à ce jour, il semble que l'arrêt du Conseil d'État donne quelques critères pour permettre ce dédouanage fiscal, qui est d'une part qu'il n'y ait pas de collusion dans la direction de la banque, deuxièmement que les méthodes de contrôle aient été optimales et n'aient pas fait l'objet de faiblesses, et troisièmement, évidemment, après se pose la question de comment on mesure quelle est l'ampleur de la réalité de la fraude. C'est-à-dire, en clair, est-ce qu'on gonfle pas un peu la mule pour essayer de bénéficier d'avantages fiscaux? Donc, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, au-delà de cette affaire sur laquelle je vous ai interrogé par courrier, est-ce que vous pensez qu'il ne serait pas judicieux d'avoir une législation peut-être qui cadre mieux, parce que bon, les avantages fiscaux donnés aux banques elles-mêmes quand elles prétendent avoir subi des fraudes? Monsieur le ministre, voulez-vous que je demande d'abord à mes collègues s'il y a des questions qui seraient dans le même environnement? Non. Eh bien, on va commencer par celle-là. Bien. Alors, sur le droit de suite, ça fait partie des réflexions en cours, notamment sur la territorialité, avec un petit problème qui est que il y a les conventions territoriales bilatérales qui s'y opposent et nous en avons près de 120. Et donc nous avons là une difficulté. C'est l'impôt sur les contribuables qui ne résident pas en France dont il s'agit, et ça suppose de s'écarter de nos principes légaux, de nos conventions, avec une application qui est très lourde. Il faut être bien au clair sur l'objectif d'une telle réforme. Peut-être pourrez-vous y réfléchir dans le cadre de vos préconisations. Sur sa faisabilité, je crois que l'enjeu de l'échange automatique d'informations, c'est d'abord d'appliquer la législation sur nos contribuables actuels. Deuxièmement, sur la taxe sur les transactions financières, je vous remercie de votre question parce que c'est un projet que nous soutenons fortement, Madame Lienemann, très fortement. Là encore, c'est une initiative franco-allemande à l'échelle européenne. Et tout est parti, je ne sais pas ce que nous donneront les élections allemandes, nous verrons bien, d'une lettre que j'ai signée, là encore, avec Wolfgang Schäuble. Et puis c'est ensemble que nous avons réussi à regrouper un nombre de signataires qui nous a permis de présenter une coopération renforcée. Maintenant, il y a un travail de la Commission, travail de qualité, travail sur lequel nous réfléchissons aussi, que nous ne prenons pas dans son intégralité, pour des raisons qui sont des raisons diverses. Une d'entre elles étant que, en tant que ministre de l'économie et des finances français, je tiens à ce que nous puissions conserver une place financière européenne continentale. Je parle d'Euronext. Et donc je ne souhaite pas non plus, et tout le monde n'est pas dans cette situation en Europe, à affaiblir notre propre base en la matière, ce qui est un élément, je tiens votre attention, de souveraineté qui n'est pas négligeable. Néanmoins, la taxe sur les transactions financières verra le jour. Elle sera beaucoup plus substantielle que ce qui existe aujourd'hui. Elle portera sur un grand nombre de produits. Je pense notamment à certains dérivés, puisque c'est ça qui est en cause. Et nous poursuivons les discussions techniques. J'ai pu lire ici ou là, à partir de, c'est vrai, expression que j'ai pu avoir moi-même, et que je ne renie pas la sensation que le gouvernement français aurait renoncé. Non, en rien du tout. Pas en quoi que ce soit. Mais nous cherchons à faire une taxe de transaction financière qui soit justement calibrée et qui n'ébranle pas aussi ces éléments de souveraineté que j'expliquais. Alors, l'application à un champ large de pays, le plus large possible, permet d'éviter ou de limiter les contournements. C'est vrai, mais je ne pense pas, pour être en toute rigueur intellectuelle, qu'on puisse dire que ce soit un outil de lutte contre la fraude. Ça peut être un résultat, en quelque sorte, indirect, mais ce n'est pas quelque chose de direct. Sur la façon de trouver la fraude, nous réfléchissons à inclure les services de recherche de l'administration fiscale au sein de ce qu'on appelle la communauté du renseignement en France. Pour le reste, il existe déjà de très nombreux échanges, formels et informels, avec les forces de police et les autorités judiciaires. Mais ce que vous soulevez, c'est un problème qui est un problème plus vaste ou plus large. Depuis que je suis ministre de l'économie et des finances, j'ai eu l'occasion de rendre visite à un grand nombre de services au sein de la DGFiP. Et c'est vrai que cette course, j'allais dire à la fois juridique et technologique, entre les fraudeurs et l'administration, c'est un sujet de préoccupation de tous les jours. Et je profite d'être devant vous pour rendre vraiment hommage à l'exceptionnelle qualité de notre administration fiscale en la matière.
J'ai eu l'occasion de me faire présenter un certain nombre de cas. Je me souviens quand nous étions à Pantin. Franchement, nous avons des gens qui sont motivés, doués, qui ne se laissent pas faire, dépasser. Ils sont assez nombreux, Madame Lienemann. Nous avons quand même 120 000 personnes à la DGFiP. Alors, si derrière ça, vous soulevez d'autres questions budgétaires, c'est vrai que le ministère des Finances est un ministère qui contribue à l'effort qui est demandé aux administrations publiques, qui sera plus important encore pour cette année, puisque nous ne renouvelons pas 2350 emplois, dont un peu moins de 2000 à la DGFiP, que nous faisons avec un projet stratégique qui est piloté par le directeur général des finances publiques, et que les effectifs de vérificateurs, puisque ces entreprises sont eux sanctuarisés, parce que à l'intérieur même de l'organisation de cette direction, il y a des priorités. Encore une fois, ça se fait à partir d'un plan stratégique. Tout ça, je veux dire, c'est pas une entreprise, mais on a un dialogue avec les agents qui permet, au fur et à mesure que les effectifs doivent s'adapter, de moderniser le service public avec très clairement des axes qui en sont partis. Alors, pour ce qui est de l'affaire Pierre Vielle, je dirais, j'ai reçu votre courrier, je vous répondrai. Il s'agit d'un sujet qui porte sur une période qui précède mon arrivée. Je vais m'efforcer de vous apporter une réponse la plus rapide possible, avec une toute petite difficulté quand même, qui n'échappera à personne, qui s'appelle le secret fiscal. Mais je m'efforcerai de vous en dire le plus possible, Madame Lienemann. Monsieur, mon collègue Chiron. Oui, Monsieur le Ministre. Oui, vous l'avez remarqué, vous l'avez dit, et puis mes collègues aussi, qu'on s'aperçoit que l'attitude des États aujourd'hui change très vite. Et la volonté de lutter contre l'évasion est très forte. Vous avez parlé tout à l'heure de la taxation des multinationales, et notamment celle du numérique, qui aujourd'hui aisément se soustrait à l'impôt. On n'a pas, quand nous avons reçu ici le directeur de l'OCDE, on avait évoqué le fait qu'on a cherché à faire en sorte qu'il n'y ait pas de double imposition, mais on est passé à la double non-imposition. C'est le cas de le dire. Bon. Avec d'ailleurs des États au niveau de l'Europe qui ont facilité, je dirais, cette double non-imposition quand on regarde ce qui se passe au niveau du Luxembourg ou de l'Irlande. Est-ce que, alors, on a entendu que le G20 avait envie de suivre les recommandations de l'OCDE. Alors, j'ai envie de dire, est-ce que cela va se faire assez rapidement, parce ça représente des sommes assez considérables dans les recettes fiscales de nos États. Et puis, est-ce qu'au niveau de l'Europe, justement, on peut agir plus vite, puisqu'on a deux États quand même qui sont concernés, deux États qui ont la même monnaie que nous tous en plus. Donc ils affaiblissent, en affaiblissant les États de l'Eurogroupe, ils affaiblissent leur propre monnaie, d'une certaine façon. Donc est-ce qu'on peut penser que ça réagira assez rapidement, au moins au niveau de l'Eurogroupe et au niveau de l'Europe? Madame Goulet me dit que ces questions sont dans le même thème. Oui, c'est pas très éloigné. En plus, Monsieur le Ministre, je dois quitter cette audition dans 5 ou 6 minutes. Merci, Monsieur le Président. Oui, j'ai une petite question relative aux conventions internationales, parce qu'on a eu ici un débat très intéressant sur l'efficacité de nos conventions internationales. Est-ce qu'éventuellement, vous avez un service qui envisagerait de revoir un certain nombre de conventions fiscales qui parfois ressemblent à un sketch de Coluche, c'est-à-dire plus tu peux payer, moins tu payes. En gros, je pense à la convention qui nous lie au Qatar et qui fait de la France un paradis fiscal, ce qui est quand même pas tout à fait l'objectif, avec des gens qui sont capables, bien qu'ils investissent beaucoup, de contribuer un peu. Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'il n'y a pas quand même une très grande hypocrisie dans l'affaire des paradis fiscaux, où on sait notamment qu'en matière de défense et d'armement, nos principales sociétés utilisent ces paradis fiscaux comme toutes les autres sociétés du monde pour pouvoir effectuer des transactions et soutenir notre industrie de l'armement. Je vous remercie. Alors, d'abord sur la question du numérique. Nous avons été les premiers à porter ce sujet.
D'abord, lors du Conseil européen d'octobre, nous avons obtenu que ce sujet soit évoqué dans le cadre de l'initiative BEPS, et puis aussi au G20, où nous avons beaucoup plaidé pour que ce soit là aussi inclus dans le champ des conclusions et du communiqué du G20. Et c'est la France qui a porté ce thème. Peut-on agir plus vite? Ce thème sera abordé régulièrement au G20 et un Conseil national du numérique traduit ces exigences au plan interne. Je crois que nous devons tout de même, en la matière, garder en tête que tout cela s'inscrit dans le même calendrier. Encore une fois, ce calendrier, je pense qu'il est non pas sage, mais raisonnable et puis honnête de notre part de dire que c'est bien la fin de l'année 2015 qui est concernée. Ce qui veut dire que nous allons travailler à la consolidation du FATCA européen, que nous allons travailler à la confection du standard OCDE. Je crois que vous avez reçu Angel Gouria ici, et puis que nous allons ensuite travailler à l'application de tout ça. S'agissant des conventions internationales, ce sont des questions qui ont déjà été posées sur la convention signée par nos prédécesseurs en 2007. La première a été signée par le précédent président de la République. C'est vrai que c'est pas la moins généreuse de nos conventions. C'est pas pour autant un modèle et on peut sans doute envisager de la rediscuter. Pour le reste, s'agissant des paradis fiscaux, on a eu ce débat dans le cadre de la loi bancaire et l'idée n'a pas été, par exemple, d'interdire à nos banques d'agir dans les paradis fiscaux. Certains groupes politiques pouvaient souhaiter qu'on agisse dans ce sens. L'idée, c'est autre chose, c'est de connaître l'activité des banques dans les paradis fiscaux pour arriver à déceler s'il y a justement des flux ou des évolutions qui sont normales, d'où un besoin de connaissance et d'information. C'est la démarche que nous avons... Absolument. Mais c'est bien cette démarche-là que nous avons suivie parce que, bon, il y a aussi des réalités économiques, industrielles, de défense que vous avez évoquées. Ce dont il faut se prévenir, c'est justement d'évolutions qui elles-mêmes traduiraient des flux illicites ou bien des mouvements qui sont des mouvements anormaux. Quant au travail sur les conventions fiscales, la révision des conventions pour lutter contre les abus est une priorité. Je citerai mon collègue Bernard Cazeneuve, je ne sais pas s'il l'a dit devant vous, mais le Qatar est un précédent qui ne se reproduira pas. Je le dis ici. Nous travaillons beaucoup en Europe et la convention succession avec la Suisse s'inscrit bien dans cette idée de revoir les conventions en vigueur. Et si nos amis suisses ont accepté de le faire, c'est parce qu'ils mesuraient aussi qu'il y avait désormais cette pression à l'évolution qui s'exerce et qu'on ne peut pas garder un droit obsolète qui n'est plus du tout en conformité avec les standards d'aujourd'hui. Monsieur Collin. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci de nous éclairer, de vos réponses, d'éclairer la commission d'enquête sur ce sujet qui nous préoccupe et nous vous donnons acte. Vous êtes beaucoup mobilisés sur ce front. Néanmoins, un problème apparaît, celui de la faible quantité des poursuites pour fraude fiscale et l'impression peut-être d'impunité des plus gros fraudeurs. C'est en tout cas une impression. La répression pénale de la fraude vous semble-t-elle suffisante? Vous savez que le verrou de Bercy, sur ce point, nous pose un petit peu problème. Deuxième question, lors de nos précédentes auditions, il a été suggéré qu'il faudrait au minimum 25 ans pour procéder aux opérations de régularisation prévues par la circulaire du 25 de juin 2013, je ne sais pas la date exacte, aux moyens actuellement dégagés. Pouvez-vous nous rappeler ces moyens et nous indiquer, Monsieur le Ministre, ce qui sera fait pour les mettre à niveau? Voilà les deux questions que je souhaitais vous poser en vous remerciant des réponses par avance. Comme j'ai procédé tout à l'heure, je vais demander à Philippe Dominati de poser sa question, qui doit être un peu aussi dans la même zone. Monsieur le Ministre, au cours de la précédente commission d'enquête,
nous avons eu des difficultés, ainsi que les autorités françaises, à établir la masse de la fraude fiscale. Et on avait été étonné de l'absence d'instruments de mesure, je dirais, particulièrement fiables par Bercy, de pouvoir évaluer ce potentiel. Aujourd'hui, compte tenu de cette dynamique qui a enclenché tout ce que vous avez fait, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire qu'est-ce qu'il en est exactement? Pour vous, quel est le montant de la fraude fiscale en France à l'heure actuelle, maintenant au bout de 2 exercices, je dirais, où il y a une vigueur constante dans ce domaine? Monsieur le ministre. Des poursuites. Bon, je ne prononcerai pas le terme de faible quantité, mais on dirait qu'on peut mieux faire, sans doute, monsieur le sénateur Colin. Et précisément, c'est tout l'objet du projet de lutte contre la fraude fiscale, qui est de durcir les sanctions, et puis aussi de donner davantage de pouvoir, aussi bien à la justice qu'à l'administration. Et donc je vous invite à vous inscrire dans ce mouvement. Je pense que nous avons là un projet qui est un projet bien fait et dont l'objet précis est de nous donner davantage d'armes. Une direction par ailleurs du contrôle, la DNVSF, a mis en place un service dédié composé de 20 agents. Pour l'instant, 1500 dossiers ont été déposés. Et je peux vous assurer qu'il ne faudra pas 25 ans pour les traiter. Enfin, s'agissant du montant de la fraude fiscale, je dirais presque par définition, monsieur le sénateur Dominati, tous les chiffres sont erronés parce que nous n'avons pas connaissance, je dirais presque par définition. Une fraude peut être évaluée, elle ne peut pas être connue. Alors, il y a un chiffre qui circule beaucoup, qui est un chiffre de 50 à 60 milliards d'euros, qui est un chiffre d'origine syndicale. Des syndicats qui, d'ailleurs, ne sont pas forcément les plus mal informés. Mais c'est très difficile à mesurer. Les travaux en cours sur la TVA, par exemple, montrent que nous avons à peu près 10 milliards d'euros de fraude à la TVA, ce qui est tout de même très significatif. J'étais hier dans le Cher avec un député, M. Yann Galu, qui travaille sur ce sujet. Je pense que c'est en effet quelque chose de tout à fait prioritaire. Sur l'impôt sur les sociétés, nous sommes à peu près sur le même ordre de grandeur. Disons que tout ça peut être évalué, mais n'est pas vraiment vérifiable par les services. Mais nous sommes quand même devant des chiffres qui sont extrêmement significatifs, sans aucun doute. Oui, c'est évidemment les prélèvements qu'on évoque et pas les bases. Oui, c'est le manque à gagner. D'accord. Je vais redonner la parole à Éric Bocquet pour les dernières questions de cette fin d'après-midi. Presque début de soirée. Presque début de soirée, vous avez raison. Oui. Alors, juste une remarque incidente sur la qualité de l'administration fiscale française, dont je crois que nous sommes tous convaincus, pour l'avoir constaté dans les auditions, puis dans le travail qui est exécuté. Et j'en veux la meilleure preuve, l'engouement des banques à recruter dans la haute administration fiscale française les meilleurs de leurs agents conseillers en fiscalité. Donc ça, c'est la meilleure preuve, à mon avis, de leur connaissance, de leurs compétences et de leur savoir-faire. Mais ça, c'est une remarque incidente. Que vous inspire, monsieur le ministre, la présence très considérable des banques françaises dans les paradis fiscaux? Alors, s'agissant de l'administration fiscale, je me permettrai avec beaucoup de respect peut-être de formuler les choses différemment. Sans doute recrutent-ils de bons, mais les meilleurs restent à l'administration fiscale. Ça, j'en suis absolument persuadé. Ce sont ceux qui ont un sens civique, en effet, un sens du service public. Je ne dis pas que les autres sont à blâmer. Enfin, je n'ai pas senti, pour ma part, d'affaiblissement de la qualité de cette administration. S'agissant de nos banques dans les paradis fiscaux, j'ai commencé à répondre il y a quelques instants sur le fait que nous souhaitions, à travers la loi de séparation bancaire, faire la transparence davantage sur ces activités. C'est sans doute
une problématique qui nous a non pas séparés, mais sur laquelle nous avons été à discuter lors du projet de loi. Autrement dit, quelle doit être la part de moralisation et quelle doit être la part de pragmatisme. En tant que ministre des Finances, je dois être porteur d'une volonté éthique qui est exigée par les parlementaires et aussi d'une forme de pragmatisme. Je m'en explique. J'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises à quel point des activités devaient être prohibées quand il était nécessaire qu'elles le soient, qu'elles devaient être connues, que la transparence soit faite, et c'est l'esprit de la loi bancaire, et en même temps que nous ne devions pas désarmer la compétitivité de notre système bancaire. C'est une industrie, la banque, qui emploie 400 000 personnes. Nous avons des banques, nous avons la chance d'avoir des banques qui sont des banques solides sur le plan systémique. Vous savez que nous allons, dans le cadre de l'union bancaire, lancer ce qu'on appelle les stress tests pour évaluer la situation de nos banques. Je n'ai pas d'inquiétude à ce sujet-là. Elles doivent aussi être capables d'offrir à leurs clients une série d'opérations financières qui les met au niveau de leurs concurrents. Et dans beaucoup d'opérations financières, c'est peut-être du côté du client qu'il faut se tourner, pas seulement du côté de la banque, la présence dans certains pays est une exigence vers les banques, mais bien sûr ça ne justifie pas tout, d'où l'exercice de transparence auquel la loi bancaire les astreint. Certains pays comme les Bermudes accueillent par exemple des sociétés captives d'assurance de grands groupes pour servir ses clients. Les banques doivent assurer leur présence dans ce pays. Je pense qu'il faudra qu'au fur et à mesure que nous progressons dans l'application de la loi, nous sommes capables de faire le départ entre ce qui est nécessaire et ce qui est injustifiable. Et je veux vous dire que nous ne baissons pas la garde dès lors que le pays en question ne se montre pas coopératif. Et c'est pourquoi, par exemple, s'agissant des Bermudes, on a inscrit ce pays, pour le coup, dans notre propre liste. Et finalement, tout ramène à la même chose, c'est-à-dire à l'échange automatique d'informations. Parce que je suis persuadé que le passage au dit standard, et encore une fois, le temps peut sembler long, mais en réalité, ça ira très vite. L'affaire de 2 ans maintenant, 2 grosses années, nous permettra d'élargir la liste des territoires non coopératifs et du coup d'être beaucoup plus effectifs dans la lutte contre les phénomènes qui vous mobilisent. Avec les 2 dernières questions d'Éric Bocquet et votre réponse, nous tiendrons juste dans l'heure d'audition. Oui, Monsieur le Ministre, on a évoqué le cas de Monsieur Kerviel. Je me permets de le réévoquer, non pas pour m'acharner sur cette situation particulière, mais qui est quand même assez emblématique de ce que la finance est devenue ces dernières années. Évidemment, la banque pour laquelle il travaillait, en gros, liquide les comptes en faisant porter le chapeau, en gros, à cette personne. Mais est-ce qu'on ne peut pas quand même s'interroger sur la situation d'une banque et les dirigeants, la responsabilité des dirigeants d'une banque qui annonce un ROE, pour employer ce terme technique, de l'ordre de 20%, qui ne sont pas atteignables sans des prises de risques excessives, considérables, et qu'on a pu mesurer de par le monde. Quel est votre point de vue là-dessus ? J'ai dit qu'il s'agissait d'une affaire qui s'était déroulée dans un temps où je n'étais pas ministre de l'économie et des finances, mais qui évidemment a interpellé, qui doit susciter des réponses de notre part. Simplement, je voudrais souligner qu'il y a d'une part des aspects type secret fiscal, j'ai répondu à Mme Lienemann, et qu'il y a aussi tout de même des procédures judiciaires qui sont en cours, qui font qu'on comprendra que je puisse peu m'exprimer sur ce cas précis. Mais je voudrais vous répondre à partir de la loi bancaire, parce que c'est ça qui doit nous préoccuper maintenant, c'est justement en quoi les choses changent. D'abord, la rentabilité des banques n'est plus la même, les risques ne sont plus les mêmes aujourd'hui, et deuxièmement, dans la loi de séparation de régulation des activités bancaires, nous avons considérablement durci l'aspect contrôle prudentiel et résolution en introduisant un principe qui est le principe qu'il faut paye. Alors je ne parle pas pour le coup spécifiquement de l'affaire Kerviel, mais imaginons la défaillance d'une banque à partir de telle ou telle opération. Jusqu'à présent, on sait qui est amené à payer. Ce sont les déposants
qui risquent de supporter les choses. Et la loi bancaire a inversé cette logique, puisque désormais ce sont les actionnaires et les dirigeants qui sont concernés. Et les pouvoirs de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution vont jusqu'à, vous le savez, à donner le pouvoir de démettre un dirigeant de banque qui aurait été responsable d'errements qui pourraient conduire à la dite résolution. Par ailleurs, nous avons progressé dans le cadre de la loi bancaire dans la définition d'outils pour éviter que les cas type Kerviel ne se reproduisent. Je pense au contrôle des traders et de leur desk de trading. J'ose espérer qu'avec les instruments dont nous sommes dotés, ce type d'affaires est derrière nous. Sur celle-là, je ne peux pas me prononcer davantage. La dernière question annoncée. Alors, pour revenir aux banques suisses, quelle réaction vous inspirent les initiatives de banquiers suisses dans la dernière période qui demandent à leurs clients de présenter des garanties de conformité fiscale? Ce genre de choses dans la dernière période de la part de certains établissements bancaires suisses. Voilà, on demande en gros des comptes aux clients. Êtes-vous clean pour venir chez moi, pour faire court? Je pense que c'est un signe, monsieur le député, monsieur le sénateur. Oui, sénateur, avec tout le respect que j'ai. C'est-à-dire que c'est un signe que le secret bancaire vacille, que les choses changent et que les banques suisses commencent à prêter attention à leur réputation. Et au fond, le travail que nous faisons dans les gouvernements, à l'échelle internationale, à l'échelle européenne, le travail que vous faites comme parlementaire, la pression de l'international, la pression de l'opinion, tout ça concourt dans la même direction, c'est-à-dire à faire en sorte que y compris les citadelles traditionnelles du secret bancaire, on fasse beaucoup plus attention aujourd'hui et qu'on évite un certain nombre de situations qu'on a pu connaître ici ou là. Et donc, comment vous dire, je trouve ça plutôt bien. Et c'est un signe d'évolution positive qui me laisse à penser qu'il faut sortir aussi, bon, pas des caricatures, elles peuvent exister, mais de l'idée que ces choses vont continuer pour toujours. Non, elles ne continueront pas pour toujours. Je le répète, moi j'ai cette conviction, mais qui n'est pas qu'une conviction, parce qu'il faudra être vigilant et actif et proactif, que, je l'ai dit tout à l'heure, le secret bancaire vacille et qu'un processus irréversible mettra fin à ces formes actuelles. Et qu'aucun pays ne pourra résister à ce processus. Aucun. Et le comportement des banques suisses est sans doute déjà un début d'anticipation, comme la signature de la convention succession, du fait que ce pays, comme les autres, va se mettre en conformité avec ce droit nouveau que nous sommes en train d'élaborer à l'échelle internationale. Eh bien, Monsieur le Ministre, nous vous remercions des réponses que vous avez apportées à notre commission. Et mesdames, messieurs, nous vous remercions de votre présence lors de cette audition. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Voilà pour cette audition de Pierre Moscovici, le ministre de l'économie, qui est intervenu notamment pour dire l'importance des échanges automatiques d'informations pour résoudre le problème de l'évasion fiscale en Europe. Tout de suite, retour à une audition qui a eu lieu la semaine dernière au Sénat, une audition tenue par la Commission des lois et qui portait sur le non-cumul des mandats. Constitutionnalistes et professeurs de droit ont participé à une table ronde sur le sujet. Je vous rappelle qu'ici, c'est un sujet très sensible. L'atmosphère est électrique aujourd'hui, alors que le non-cumul des mandats doit arriver cet après-midi en séance publique. Mais tout de suite, retour à cette audition de la semaine dernière. Je voudrais simplement, pour commencer, constater la surprise, j'étais frappé en regardant, en lisant les documents de l'Assemblée nationale, de voir que le rapport sur les deux projets qui nous réunissent aujourd'hui, que ce rapport insistait très longuement et commencer par cette question laquelle il attachait beaucoup d'importance, de la spécificité française qu'il conviendrait d'éradiquer. Et j'ai réagi en me disant, mais c'est un argument qui est hasardeux parce que, en fait, de spécificité française, il en est d'autres et
qui sont singulièrement plus spectaculaires et, ajouterais-je, plus problématiques, ne serait qu'à commencer par le président de la République, si on le compare à ses homologues étrangers, et à la concentration du pouvoir qui caractérise actuellement, depuis un certain temps déjà, le régime, mais que les réformes de 2000 et 2001, du quinquennat et du calendrier électoral, sont singulièrement aggravées. Je pense qu'en 2000-2001, quand on a voté ces réformes, on aurait pu se préoccuper de ce que l'on commence à découvrir aujourd'hui. C'est simplement une remarque qui vaut aussi pour d'autres réformes. Le corollaire de cette concentration du pouvoir a été, sur le plan parlementaire, une sorte de caporalisation qui est aussi, en droit comparé, une spécificité française. Il suffit de penser, d'imaginer que l'Assemblée nationale, si on avait donné l'occasion, est à voter sur le même sujet que la Chambre des communes et qu'elle ait émis un vote négatif, comme les communes le 29 août, pour imaginer l'impression de crime de lèse-majesté que cela aurait produit. Or, les projets qui nous amènent aujourd'hui ici, le projet adopté par l'Assemblée nationale s'inscrivent dans cette logique de concentration du pouvoir, dans la mesure où, à côté des bénéfices escomptés, sur lesquels je ne reviens pas, elle aboutit à priver les députés d'une assise territoriale personnelle et par conséquent à réduire leur indépendance pour les soumettre davantage encore